Tav Shalom Obracha. J'aimerais, Bezrat Hashem, que le cours de ce soir soit dédié à la réussite, au Zivug Agun, au Shalom Bayit de Anaël Simcha Bat Sonia, qui se marie ce soir, c'est sa pas ce soir. Et dans une minute, je vais vous expliquer c'est qui cette fille, pourquoi je tiens à ce que ce cours soit pour elle. Je suis très très heureux de me retrouver ici, avec vous toutes. Certaines filles, je les connais déjà très très bien. D'autres, bientôt, je les connaîtrai très bien. J'espère que ça ne vous dérange pas le truc. Non. Peut-être on peut pousser comme ça. Non, juste on peut pousser juste. Vous me voyez par là. Et je suis très heureux parce que de pouvoir enseigner dans ce séminaire, c'est un grand mérite pour moi. Et je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi c'est un grand mérite. En général, quand on parle de rabbinite, la définition première, c'est la femme d'un rab. Donc il y a des rabbiniotes, c'est la femme d'un rab. Elles ne connaissent pas grand-chose. Elles ne sont pas tellement connectées à la spiritualité. Mais elles sont rabbinites parce que c'est la femme d'un rab. Et il y a des rabbiniotes comme la rabbinite Agai, dont d'abord c'est la femme d'un rab, Baruch Hashem, du Rav Shalom Agai, mais en dehors de ça, elle-même, non seulement elle connaît beaucoup de Torah, mais en plus, elle est amoureuse de la Torah, littéralement. Et ça fait des années que je la connais, mais à chaque fois, je m'aperçois que je ne la connais pas encore vraiment, et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre d'elle. Le dévouement qu'elle a pour les filles du séminaire, celles qui ont déjà été dans ces séminaires, elles le connaissent. Celles qui viennent ici, elles le connaîtront, Bezrat Hashem. Et moi, personnellement, j'ai rarement vu ça. Rarement vu des femmes qui ont, Baruch Hashem, Lénara, beaucoup d'enfants, et qui, en dehors de tous les enfants, de tout ce qu'il y a, toutes les activités, elles prennent encore sur elles des séminaires et des cours, et ceci et cela. C'est vraiment quelque chose de rarement vu. Lorsque j'ai fait une tournée il y a quelques années, et que j'ai informé du fait que je voulais faire une tournée, mais attends, elle m'a dit, je vais vous aider avec tous mes contacts, machin, etc. Et elle m'a organisé elle-même toute la tournée. Alors qu'elle-même, elle fait 2 fois par mois des tournées, en tous les cas à l'époque avant le Covid-19. Elle m'a tout organisé. En général, ok, on aime bien faire plaisir à quelqu'un, on aime bien aider quelqu'un, mais qu'il ne nous fasse pas trop d'ombre, faut faire attention. Et je crois que le mot ombre, elle ne le connaît pas. Peut-être que si vous marchez à côté d'elle, à un endroit où il y a du soleil, vous ne ferez pas d'ombre. Ça n'existe pas pour elle. Tout ce qu'elle peut faire pour le bien de la Torah et pour le bien des filles, etc. Je croyais qu'elle ne sait pas parler français, que ça c'est quoi le mot ombre. C'est quoi le mot ombre. Mais elle n'a pas peur que quiconque ni lui fasse de l'ombre, ni la dérange, ni lui prenne quoi que ce soit. Elle a bien compris que ce qui était le plus important, c'était de diffuser la Torah, Bezrat Hashem, au maximum. Son fils, Léaïnara, ce Shabbat dernier, alors qu'il vient de se marier, il a fait un siyum machas. Je ne sais pas quel âge il a exactement son fils, je ne sais pas s'il a 21, 22, 20 ans. Faire le siyum machas à 20 ans, c'est ce que je souhaite, Bezrat Hashem, à tous vos enfants. Peut-être même à 19 ans, si c'est possible, je ne sais pas, moi je ne pensais pas que c'était possible. Et indéniablement, il y a ici une très grande Siyata d'Ishmael. J'ai un ami dont ses parents, son père plus précisément, fait beaucoup de chesed. Et il travaille avec Arachim, avec machin. Il fait énormément de chesed. Et son fils, qui est un ami à moi, c'est le meilleur ami de son père. Quand ils vont faire les courses, ils sont ensemble. Quand ils vont ici, ils sont là toute la journée, ils se parlent sur mon téléphone. Ah papa, tu vas bien, ouais, toi mon fils, ouais, ça va, t'as fait une blague. Toute la journée, comme ça, ils sont ensemble. Et un jour, je lui ai dit, dis-moi, comment t'as mérité d'être comme ça avec ton père, quoi, quand t'étais petit, ton père, il jouait avec toi aux échecs, au baby-foot, quelque chose? Il dit, ah non, pas du tout, mon père, il était jamais à la maison. J'ai dit, alors quoi? Il me dit, je vais t'expliquer. Mon père, quand il a fait du chesed, il passait des soirées entières à organiser, des soirées de kirouv, de rapprocher des gens, de faire des cours, de faire plein de choses. Il dit, et un jour, il a commencé à s'inquiéter. Il s'est dit, peut-être que si je m'occupe des autres et pas de mes enfants, ça peut me coûter cher. Il dit, à ce moment-là, il a été consulté 2 grands rabbinim. L'un, c'était le Rav Shlomo Zalman Auerbach. L'autre, c'était le Rav Ovadia Yosef. Il leur a demandé aux 2, qu'est-ce que je fais? Mes soirées, elles sont bliénara remplies. Et j'ai pas 1 minute pour mes enfants, ni pour étudier avec eux, ni pour leur faire leurs devoirs, ni pour Walou. Qu'est-ce que je fais? Et les 2 rabbinim lui ont dit, les 2 à peu près dans les mêmes termes. Il dit, si toi tu t'occupes de mes enfants, en quelque sorte, Kadosh Baruch Hu, il dit,
si toi tu t'occupes de mes enfants, moi je m'occuperai des tiens. Ça veut dire, ne t'inquiète pas, Hachem, tu peux faire un pacte avec lui, toi tu t'occupes des enfants d'Hachem, Hachem s'occupera de tes enfants. Et visiblement, c'est grâce à ça qu'il a mérité ce à quoi il a mérité. Donc, c'est un très 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 grand plaisir, Baruch Hachem, d'avoir pouvoir prendre part à cet extraordinaire séminaire du soir qui est en train de s'ouvrir. Et pourquoi le cours de ce soir, je souhaitais impérativement à ce que vous sachiez qu'il est dédié à la fameuse Anaël. Parce que Anaël, qui se marie ce soir en France, c'est une fille que j'ai connue il y a plusieurs années au séminaire Bet Aleph, séminaire de la rabbinite Haggai. Et pour moi, c'est l'un des exemples parmi beaucoup d'autres d'élèves qui se sont littéralement métamorphosés dans toutes les dimensions de Torah et de Yirat Shamayim et dans tout. C'est une fille qui est devenue amoureuse de la Torah, littéralement, sans arrêt. Chaque semaine, elle appelle avec des questions. Mais comment on fait dans ce cas-là? Quel bracha on fait sur ça? Est-ce que Shabbat, on va faire ceci? Est-ce qu'on va faire cela? Bref, c'est une fille dont on voit qu'elle a profité pleinement de ce séminaire et qu'elle a réussi à prendre ensuite ce séminaire avec elle dans sa vie. Et ce soir, elle se marie. Et je vous dis la vérité, hier, c'était la bar mitzvah de mon fils, hier soir. Baruch Hashem. Shabbat, merci d'avoir été venu pour ceux qui sont venus. Shabbat, ça va être le Shabbat bar mitzvah. Maintenant, quand elle m'a demandé est-ce que je pouvais, elle voulait que je la marie moi. Quand elle m'a demandé si je pouvais, au début je lui ai dit, ouais, pas de problème, quoi, le 11, le 12, le 11 octobre, il n'y a rien de spécial. Et après, quand je lui ai dit, ok, pas de problème, après ma femme elle me dit, mais attends, c'est la bar mitzvah, machin. Je lui dis, ouais, j'ai mal fait le calcul. Après, je me suis dit, non d'accord, pas de problème. Hier soir, c'était la bar mitzvah de mon fils. J'aurais pu, après la bar mitzvah, aller prendre un avion, aller la marier, après tout de suite revenir, et être là pour Shabbat. La rabbinite Haggai, elle l'aurait fait à mon avis, je ne le dis à personne. Mais moi, je me suis dit, attends, avec toutes les histoires du Covid-19, du Covid-21, machin, tous les trucs, imagine qu'après ils me retiennent, ceci ou cela. Je voulais pas, Chas Shalom, faire du mal à mon fils, et que mon fils il soit sans son père pour la bar mitzvah ou quoi. Donc finalement, j'ai dû annuler. C'est pas pour tous les élèves que je voyage jusqu'en France. Et c'est un exemple d'élèves qui se sont renforcés. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous dire. Profitez à 100%, à 120% de l'atmosphère de Gdusha qu'il y a ici. Et j'ai eu de très bons échos de la rabbinite, déjà du cours d'hier soir, etc. Comme quoi il y a Baruch Hashem des filles qui sont toutes très très motivées, qui veulent tout apprendre, qui veulent toutes se renforcer. Donc c'est une bonne chose. Alors je me présente. Je m'appelle Azriel Menaché Yaakov Cohen Arazi. Mon père, le jour de la Brit Mila, il devait être inspiré. Il s'est dit que Azriel, c'est trop anodin. Azriel, bon, il y a beaucoup d'Azriel. Ouais. Azriel Menaché Yaakov. Heureusement qu'il n'était pas plus inspiré que ça, parce que s'il m'avait appelé Azriel Menaché Yaakov, Aaron Yehuda Tzipora, Deborah, j'aurais été très très embêté. Et pour les intimes, vous pouvez m'appeler ACA, Azriel Cohen Arazi, Rav Azriel, il y en a qui m'appellent. Appelez-moi comme vous voulez. Juste si un jour vous avez oublié mon nom et que vous voulez parler de moi, vous dites, tu sais, le Rav là qui a 5 noms, Azriel, Menaché, Yaakov, Cohen Arazi, tout le monde saura de qui vous parle. Quand je me suis marié, je me suis marié avec une femme qui s'appelle Naomi Rachel Sarah. Sur le faire-part, le graphiste il dit, on est désolé, ça ne tient pas sur une seule ligne. Ça commençait mal. Baruch Hashem, finalement, on a réussi à s'arranger. Baruch Hashem, depuis l'ouverture du séminaire Bet Aleph, j'ai le mérite d'enseigner la halakha, d'enseigner des cours de paracha, de shkafa, de midot, de tout type de sujets. J'enseigne Baruch Hashem dans d'autres séminaires. Je réponds aux questions de halakha à longueur de journée à tous ceux qui me téléphonent pour tout type de questions. Et donc on va, Bezrat Hashem, traiter ensemble. J'espère, si c'est tous les mardis, je sais pas exactement comment ça va être. En tous les cas, quand on se retrouvera, on essaiera de traiter ensemble de 2 sujets. Dans un premier temps, on parlera de sujets de hashkafa, de paracha, de midot tovot, de tout type de choses qui sont tellement importantes si on veut progresser. Et dans un deuxième temps, on parlera, Bezrat Hashem, de halakha, les halachot du mariage. Vous allez voir que ça va être très intéressant. Ça ne va pas simplement être utile, Bezrat Hashem, pour vous toute cette année, mais ça va être aussi très intéressant. Alors j'aimerais commencer, Bezrat Hashem, aujourd'hui avec le sujet de paracha et de hashkafa.
Dans la paracha de la semaine et les parachiotes qui vont venir, on va rencontrer un homme extrêmement intéressant. Ça va être l'homme de Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est un homme qui a fait de très 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 grandes choses. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, le peuple d'Israël, c'est grâce à Abraham Avinu, notre ancêtre, notre patriarche. Abraham Avinu, quand on lit les textes de la Torah, donc cette paracha, la paracha de Vayera, etc., on va a priori pouvoir se poser une question. C'était qui cet homme exactement? Est-ce que c'était un homme qui avait beaucoup d'assurance? Est-ce que c'était un homme qui était toujours sûr de lui? Est-ce que c'était un homme qui voulait toujours s'imposer? Ou est-ce qu'au contraire, c'était un homme effacé, un homme timide, un homme qui ne savait pas dire non, qui savait trop dire oui? C'était qui cet homme exactement? Quand on regarde et qu'on lit la paracha et les parachiotes, a priori, l'image qui se dessine face à nous, c'est l'image d'un Abraham qui est sûr de lui, qui a beaucoup de confiance en lui, ce qu'on appelle en hébreu Bitachon Atzmi. Très bien. Beaucoup de confiance en lui. Si vous voulez juste rapidement quelques preuves qu'il avait du Bitachon Atzmi, vous connaissez toute l'histoire de son père, qui lui a demandé, alors c'était un tout petit gamin, il lui a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux garder mon magasin d'idoles? Son père c'était un idolâtre, Terach. Est-ce que tu peux garder mon magasin d'idoles? J'ai peur que quelqu'un vienne me les voler, etc. Et Abraham Avinu, qui avait déjà compris que les idoles c'était n'importe quoi, et que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, le vrai et la vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de toutes les détruire. Il s'est dit, mais si je les détruis toutes, mon père il va me détruire moi-même. Il a eu une idée, vous connaissez toute l'histoire, le Midrash il raconte, il dit qu'à un moment donné, il a été acheter un gâteau, un beau gâteau comme ça, il l'a mis dans la main de l'idole la plus grande, et il a cassé toutes les idoles. Au moment où son père va arriver, il va être étonné, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout est cassé? Après il va regarder son père, il va lui dire, papa, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Là, je t'expliquais, il y a une vieille grand-mère qui adore les idoles, qui est venue pour leur amener un gâteau. Moi, tu t'imagines bien, un tellement bon gâteau, elles ont toutes commencé à se battre. Maintenant, tu sais bien, papa, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et bien, figure-toi que la plus grande idole, elle les a toutes massacrées, et voilà, maintenant elle reste avec ce gâteau. Alors, le père, il regarde son fils, tout petit comme ça, il lui dit, dis-moi, Abraham, t'as pas honte de me dire ça? Tu sais bien que les idoles, elles ne sont pas capables de parler, elles ne sont pas capables de marcher, elles ne sont pas capables de ressentir quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que tu me racontes là, comme ils disent là-bas? Abraham, il dit à papa, mais papa, est-ce que tes oreilles entendent ce que ta bouche est en train de dire? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit par hasard au niveau de ton intellect? Papa, tu me dis que les idoles ne sont pas capables de comprendre, elles ne sont pas capables de parler, elles ne sont pas capables de se déplacer, elles sont incapables de faire. Et toi, tu te prosternes devant ces idoles. Maintenant, Abraham Avinu, il a affaire à son père. Il aurait dû avoir peur. Depuis quand tu fais la leçon à ton père? Son père, il aurait dû le zigouiller. Et non, Abraham, il était sûr de lui. Il savait que le chemin dans lequel il allait, c'est un chemin de vérité. Et bien, il va jusqu'au bout. Et il fait la leçon à son père. On va voir cette histoire-là, ce phénomène-là dans plein d'endroits. Quand Nimrod va vouloir le jeter dans la fournaise ardente, il va lui dire, soit tu décides d'abjurer, de ne plus croire en Dieu, soit je te jette dans la fournaise ardente. Abraham lui dit, mais jette-moi. C'est à tes frais, l'essence. C'est pas mes frais à moi. Ok, c'est le chauffage gratuit à tes frais, pas de problème. Et il va rentrer, sûr de lui. Il a peur de rien. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu va lui dire, écoute, je vais détruire la ville de Sodome, parce que les gens, ils se comportent n'importe comment. Abraham, il va commencer à faire le négociateur. Il va dire à Hachem, ça se fait pas, ne fais pas ça. Toi, Hachem, tu vas les détruire. Hachem, il dit oui. Il dit, allez, Hachem. Et s'il y a 50 sadikim, et 45 sadikim, et s'il y a 35, et s'il y a 30, et s'il y a 20, et s'il y a... Négociation. Jusqu'à ce que le Baruch Hu lui dit, ben voilà, tu vois, même 10, il n'y a même pas 10 sadikim dans cette génération. Et Hachem va détruire. Donc on voit que, déjà, petit gamin, il avait une certaine assurance, il était sûr de lui, il n'avait peur de personne, ni de ses parents, ni de rien du tout. A priori,
si on demandait aux psychiatres, psychologues, psychanalystes, ce que vous voulez, si on demandait, quelle est l'analyse que vous faites de Abraham Avinu? Il avait confiance en lui ou pas? Tout le monde vous dira, et comment? Et comment il avait confiance en lui? Il avait confiance aussi en Hachem, il savait qu'il y avait quelqu'un, donc lui il n'a pas peur. Comme il arrive à un niveau qu'il sait qu'il y a Hachem et qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui gère ce monde, donc il n'a pas peur de personne. Très bien. Vous m'entendez? Sarah? D'accord. On se contentera de Sarah pour l'instant, Sarah. Ok, non. Elle est attachée. Très bien. Sarah, elle dit très très bien. Sarah, elle a pris tout mon cours, elle l'a synthétisé en une phrase. Kol hakavod. Si ça vous dérange pas, je continue quand même un petit peu le cours, mais vous pouvez quand même écouter. Chazak, kol hakavod, Sarah. Quelqu'un d'autre veut dire autre chose? Ah, comment ça va, Eden? Chirel. Baruch Hashem. Qu'est-ce que vous dites? Je ne savez pas. Alors, je vais vous dire. Il y a une question qui va se poser. D'accord? Sarah, elle a déjà compris ma question, elle a déjà même répondu, mais il y a quand même une question qui a été non dite, que je vais dire. Lorsque Abraham Avinu va s'adresser à Hachem pour justement demander à Kadosh Baruch Hu d'être favorable à l'égard des gens de Sodome, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, Hachem, Anochi Afar Vaefer. Moi, je suis de la poussière, je suis de la cendre. Je fais rien du tout, moi. Maintenant, je vous pose une question. Comment quelqu'un qui peut être sûr de lui, il peut dire d'autre part, je suis rien, je suis zéro, je suis Afar Vaefer. Vous savez c'est quoi Afar Vaefer? C'est de la poussière et de la cendre. Donc, ta frère lui dit, vous savez c'est quoi de la poussière et de la cendre? Imaginez que j'étais arrivé aujourd'hui. En plus d'être arrivé en retard, imaginez que j'étais arrivé avec des grands paquets comme ça de cendre de mon barbecue. Et je vous avais dit, écoutez, les filles, aujourd'hui c'est les soldes, je vous fais tous ces paquets de barbecue à 100 €. Vous êtes complètement fou, lui. 100 €. Allez, je vous les fais à 1 €. Il y a un problème ou quoi? De toute façon, on va devoir les jeter. Bon, vous savez quoi, je les pose ici gratuits. Mais vous nous dérangez, vous, avec vos sacs, là, vos machins. Déjà, vous êtes en retard. En plus, vous nous amenez des sacs. En plus, vous voulez que nous, on fasse la femme de ménage. Oh! Oui ou non? Eh bien, c'est ça, Afar Vaefer. Le Afar Vaefer, c'est pas simplement que ça t'aide pas, c'est que c'est dérangeant, c'est salissant, c'est embêtant. Abraham, quand il parle de lui, il dit Anochi Afar Vaefer. Je suis un moins que rien. Je suis dérangeant. Comment peuvent cohabiter au sein d'un même être humain ces deux sentiments-là? D'une part de je suis rien, et d'autre part de faire ce qu'il a été capable de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit des CV. Aujourd'hui, il y a tout type de CV. Aujourd'hui, j'ai entendu le concept de CV de Shidduchim. CV de Shidduchim. Tu racontes ce que tu veux, ce que tu cherches, ce que tu as fait, combien de tentatives de suicide il y a eu, machin, je sais pas exactement. Il faut tout écrire. Maintenant, imaginez que tu écrives un CV de travail. D'accord? Mais même de Shidduchim. On va dire le mieux, on va dire qu'on est bien, qu'on fait ça, qu'on a été bien. Ça dépend ça. Si vous avez confiance en vous, d'accord? Si vous avez confiance en vous, vous allez écrire le mieux. D'accord? Et quand vous allez avoir rendez-vous avec celui qui est censé vous embaucher, et qui vous demande qu'est-ce que vous pouvez me dire de vous? Si vous dites, je suis vraiment une moins que rien. Vous avez le sens de la responsabilité? Zéro. Et pourquoi vous voulez que je vous prenne? Comme ça. Eh bien, vous n'avez aucune chance. Une fois, il y avait un patron qui cherchait une personne qui devait être employée. Et il disait, moi, ce qui m'intéresse, peu importe, homme, femme, expérience, moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est une personne qui a le sens de la responsabilité. Il y en a une, elle envoie son CV. Les blagues que j'ai déjà racontées l'année dernière et que je répète, vous m'excusez. Hein. D'accord? Dans les livrets Torah que j'ai déjà dit, ça on peut répéter même 101 fois. Les blagues, vous m'excusez. Les kitso, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? La femme en question, elle écrit. Moi, je ne sais pas ce que j'ai comme qualité, en tout cas, le sens de la responsabilité, c'est à 100%. Très bien. Elle arrive au moment de l'entretien, et le patron, il lui demande qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Elle dit, j'ai travaillé 2 mois là-bas, je me suis fait renvoyer. J'ai travaillé ici 1 semaine et demie, et ça n'a pas été, je me suis fait renvoyer. Après, pendant 1 an, j'ai cherché du travail. Après, pendant 2 mois, je me suis marié, j'ai divorcé. Après, alors il lui dit, vous dites, vous avez le sens de responsabilité? Il dit, ouais, responsabilité, 100%. Il dit, tu peux m'expliquer, madame, comment ça se traduit? Il dit, c'est très simple. À chaque endroit où j'étais, dès qu'il y avait un problème, c'était moi la responsable. D'accord? Donc, responsabilité, 100%. Maintenant, ça fait plaisir quand on rigole une deuxième fois au blague. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Comment tu peux dire, je suis un nul,
Alors qu'on vient de démontrer Bah, que Abraham, c'est un homme qui a confiance en lui. Attends, juste Sarah, une seconde. J'aimerais que ce soit juste pas qu'un cours particulier. non, c'est juste que je comprends pas la question. Ça veut dire Hachem, Ah. il nous dit, il faut qu'on Alors, qui a compris la question qui peut l'expliquer à Sarah? Non, j'ai compris la question, mais c'est un être humain et Hachem, c'est autre chose. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Abraham, je pense pas qu'il pensait que face à Hachem, c'est un nul et face aux autres, c'est le meilleur du monde. Ça, on n'a pas l'air. On dit qu'Abraham, c'était quelqu'un d'humble. Être humble face à Hachem, ça ne veut pas dire être humble, ça veut dire être lucide. Visiblement, quand on dit qu'il était humble, c'est qu'il était vraiment humble. Alors, qu'est-ce que vous dites, Sarah? Je pense qu'il faut faire la part des choses, parce que oui, il était conscient de ses capacités, mais voilà, devant Hachem, c'est vrai qu'il est rien du tout, mais il est conscient que oui, il est capable de faire ça, et que de toutes les façons, Hachem il va l'aider dans ses projets. Très très bien. Vous rejoignez beaucoup ce qu'elle a dit Sarah. Très très bien. C'est rare, si vous ne la connaissez pas, vous allez bientôt la connaître, Bezrat Hashem. Une fille brillante. Et je sais qu'à chaque fois que je lui pose une question, j'aurai droit à des réponses philosophiques, expliquées, et qui chacune prend au moins 1 minute à être dite. Razak, c'est rare. Voilà, Kavod. Alors maintenant, Sarah a très bien dit, Sarah aussi a très bien dit, comme ça se ressemble un peu les deux d'ailleurs. Et Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer tout ça. J'aimerais pour ce faire, vous avez compris que le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet très 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 important. C'est le sujet du bitachon atzmi. Avoir confiance en soi, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Et là on a une question. On a affaire à un homme qui a beaucoup de bitachon atzmi et pourtant il pense être un nul. Bizarre. Bizarre. On va essayer d'expliquer Bezrat Hashem tout ça. Et vous allez voir que ça va nous aider dans votre vie et vous allez comprendre à la fin, on va en revenir à ce que vous avez dit, Sarah, c'est rare, etc. La question que j'aimerais me poser est la suivante. Le Rav Wolbe, Shlomo Wolbe, vous avez entendu parler de lui, un très 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 grand Rav contemporain qui était très compétent dans la psychologie de l'homme, très très compétent évidemment en Torah, mais ça c'est évident si vous dites que c'est un Rav, il est censé être compétent en Torah, mais en dehors de ça il était compétent dans la psychologie humaine. Et la vérité, c'est que quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment compétent en Torah, il est aussi censé un petit peu comprendre la psychologie humaine. En tout état de cause, ce Rav-là, il avait une phrase qu'il répétait à chaque fois. Et moi-même, dans mes cours, je disais cette phrase-là. Si Rav Wolbe, il a dit, j'ai le droit moi aussi de la dire. Je la disais en son nom. Mais je disais cette phrase-là avec une certaine réticence. Bon, vous allez me dire, lâche le morceau, allez, arrête de nous faire 3 quarts d'heure au lieu de... De quoi, c'est quoi cette phrase? Cette phrase, c'était, dans notre génération, on fait tout un plat du bitachon atzmi, de confiance en soi. Et ben moi j'aimerais vous dire, chers amis, disait le Rav Wolbe, que confiance en soi c'est pas juif. Dans la Torah, il écrit nulle part confiance en soi. Il dit j'ai eu beau chercher dans la Torah et lire et relire la Torah, nulle part il y a écrit confiance en soi. Il dit par contre il écrit autre chose dans la Torah. Il y a écrit bitachon, hein? Bachem, comment vous appelez? Léa. Bitachon Bachem. C'est quoi Bitachon Bachem? Avoir confiance en Dieu. Les gens ils se sont embrouillés. Ils ont cru qu'il y avait une grande mitzvah, très très grande mitzvah, de développer le bitachon en soi, et en fait ils font erreur. Il faut développer le bitachon Bachem. Ça se contredit pas? Maintenant, très bien. Moi, toujours, lorsque je disais cette phrase-là, d'abord, comment je comprenais les propos du Rav Wolbe? Je comprenais que le Rav Wolbe disait, écoute, bitachon atzmi, ça n'existe pas. Et si tu me dis, alors pourquoi les gens ils s'embrouillent? Parce qu'il y a quand même un point commun. Bitachon. Bon, ok, là c'est atzmi, là c'est Bachem, mais au moins il y a un mot qui peut prêter à confusion. C'est relié après. Hein? C'est relié après. Dès que tu as l'éternation, tu as Oh, d'accord. C'est ce que vous voulez dire quand vous dites ça? Mais j'avais un grand problème avec cette phrase-là, de bitachon atzmi, c'est pas important. J'avais un très très grand problème. Et je vais vous dire tout de suite c'est quoi ce grand problème. Vous rencontrez dans votre vie, vous rencontrerez des gens qui, à cause du fait qu'ils n'ont pas de bitachon en eux-mêmes, qu'ils n'ont pas confiance en eux, eh ben ils font rien de leur vie. Rien. Ils pourraient faire des choses grandioses, ils pourraient lancer des projets extraordinaires, et ils font rien de leur vie. Pourquoi? Parce que, et si je rate? Et si ça réussit pas? Et si ça réussit? Ils ont même peur de réussir. Et si ça réussit? Et si... Et sans arrêt, ils ont peur. Donc ils font rien. Ils font rien de leur vie. Se marier, ils ont peur, et si ça rate? Travailler, ils ont peur.
Donc ils vont toute leur vie essayer de faire les petits métiers dans lesquels on ne prend pas trop de risques, et dans lesquels on n'est pas non plus tellement payé, et dans lesquels on ne peut pas tellement s'épanouir. Et beaucoup de gens sont comme ça. Je ne dirais pas 50% de la population, je dirais peut-être 80%. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. J'aimerais vous donner 2 exemples que j'aime bien raconter quand je parle de ce sujet-là, qui à mon avis sont 2 exemples vraiment marquants. Et je pense que ça vaut le coup de vous les raconter. Je connais un rabbin qui m'a raconté l'histoire suivante. Il me dit, il y a un jeune étudiant en Torah qui a étudié un sujet de halakha. Par exemple, la halakha de kashrut. Le lait, la viande, qu'est-ce qui est kasher, qu'est-ce qui n'est pas kasher, qu'est-ce que tu fais en cas de mélange, etc. etc. D'accord? Il dit, et ce rabbin-là, il est venu me voir pour que je lui fasse un examen. Vous savez que quand on veut devenir rabbin, il faut d'abord étudier le sujet, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aller voir un rabbin, plus grand que soi, qui lui-même dit, voilà, je te nomme rabbin, je te permets d'être rabbin, j'accepte que tu sois rabbin. On appelle en hébreu une asmacha, l'asmir. On doit nommer l'autre et accepter qu'il soit rabbin. Donc cet homme-là, Talmid Chacham, il vient voir le rabbin, donc, que je connais moi, et il lui dit, Kvod Harav, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me faire un examen sur la halakha de kashrut, parce que j'aimerais avoir votre asmacha, j'aimerais pouvoir maintenant commencer à répondre aux questions, j'aimerais pouvoir commencer à donner des shiurim sur le sujet de kashrut. Le rabbin dit, d'accord, Bezrat Hashem. Après votre idée, je vous dis juste une petite introduction. Je viens de sortir de chez le rabbin Shalom Machash. En français, Shalom, je ne sais pas comment on dit, Salom, Shalom, mais Machash, on dit Messas. Vous avez connu le grand rabbin Messas de Paris? Eh bien lui, c'était son père. Shalom Messas. Ce rabbin-là, un très grand rabbin marocain, eh bien il lui dit, moi je viens de sortir de chez le rabbin Messas. Il m'a fait un examen, il m'a donné la asmacha. Donc ce que je vous demande à vous, c'est juste de faire un examen et de signer après. Vous savez, en général, c'est pas même que chacun écrive toute une longue lettre. Le premier, il écrit, il signe, après ceux qui veulent accepter aussi, ils signent. C'est clair ou pas? Vous avez compris comment on fait pour donner rabbin? C'est pas compliqué. T'étudies un peu, tu vas chez un rabbin, tu vas chez un autre. Bref, le rabbin en question que je connais, il me dit, j'ai jamais vu cette chose-là de ma vie. J'ai ouvert le texte qui avait été écrit par le rabbin Shalom Machash, j'ouvre, et je vois un texte, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Il y avait écrit, je sous-signais Rav Shalom Massas, et examinais tel et tel élève. Interrogé si vous préférez. Et sur la halakha de kashrut, il connaissait tout sur le bout des doigts, parfaitement. Depuis les propos des Rishonim et de la Gemara, jusqu'aux propos des Acharonim et des Acharonim, il connaissait tout très bien. Et j'ai le devoir de dire que je ne lui donne pas ma asmacha. Shalom, Machash. Ça bug, non? Alors ce rabbin-là, il dit, je comprends pas. Soit t'écris qu'il connaissait rien et tu lui donnes pas. Soit t'écris qu'il connaissait tout et tu lui donnes. Soit t'écris qu'il connaissait tout, mais que comme il a des mauvaises midotes, tu veux pas qu'il soit rabbin. Mais ne fais pas ça. T'écris, il est très bien, il est parfait, tu lui envoies des fleurs. À la fin, tu dis, moi je lui donne pas ma asmacha. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? On téléphone. Oui? À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Le Rav Shalom Machash, je ne pense pas qu'il ait fait ce genre de choses s'il avait existé, s'il était là aujourd'hui. Il appelle le Rav Shalom Machash, il dit, Kvod Harav, est-ce que vous pouvez m'expliquer? J'ai une énigme irrésolvable. Vous donnez à ce Gugus-là une asmacha qui n'en est pas une. Il lui dit, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je lui ai posé des questions. Je lui dis, imagine que tu as une goutte de lait qui tombe dans un liquide, et que tu as un oignon qui a été coupé avec un couteau bassari, et que ceci et cela, qu'est-ce que tu fais? Et lui, qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, dans la Gemara, Masechet un tel, daf un tel, amoud un tel, telle ligne, il y a écrit que ceci, cela. Les Rishonim, ils viennent, ils disent que tatati, tatata. Il dit, et puis finalement, on arrive ici à une grande marloquette. Il y a le char qui dit que dans ce cas-là, la nourriture, elle est permise. Il y a le Taz qui dit que dans ce cas-là, la nourriture, elle est interdite. Je lui dis, vas-y, continue, t'as tellement bien commencé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une extinction de voix. Il dit, j'ai tout dit. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait à la Khalema assez? Alors, il peut manger ou il peut pas manger? Tu me dis d'après le char, oui, d'après le Taz, non. Bon, d'accord, et d'après toi? Il peut manger ou il peut pas manger? Il dit, d'après moi? Qui suis-je? Le char, le Taz, moi? Moi, je suis rien, moi, peut-être un perroquet. Je sais pas.
Alors le rabbin dit, bon, je vais te poser une autre question. Il pose une autre question, le même genre de question, t'as voulu saler la viande, au lieu de mettre du sel, t'as mis du sucre, t'as fait ceci, t'as fait cela, bref. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et à nouveau, avec une très très grande sagesse et une très très grande connaissance, il commence à déballer des propos et des propos et des propos et des propos. Avec finalement une marloquette entre Rav Antel et Rav Antel. La vérité, vous apprendrez Bezrat Hashem en étudiant la halakha avec moi, que quasiment dans tous les sujets, il y a des marloquettes. C'est ça qui est beau dans la halakha, et c'est ça qui dérange certaines filles dans la halakha. Mais en tout cas, marloquette, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Notre dit, mais qui suis-je? J'en sais rien. Il dit, le Rav Shalom Machash, il connaît tout très 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 bien, mais je ne peux pas lui donner ma asmacha. Pourquoi je ne peux pas lui donner? Parce que imaginez une femme, d'accord, qui est dans sa cuisine, 20 minutes avant la sonnerie de Shabbat. Elle a préparé sa dafina, tout était prêt, et son petit enfant de 6 ans, il décide d'assaisonner un petit peu la dafina. Il fait des expériences, il prend un paquet de lait, et il commence à verser. La mère, elle arrive, qu'est-ce que tu fais? Il a tellement peur que sa mère, elle le tue, qu'il jette tout le paquet de lait à l'intérieur et il s'enfuit. Maintenant, la femme, elle t'appelle, elle te dit, voilà ce qui s'est passé, et dans 20 minutes c'est Shabbat, j'ai pas le temps de faire une nouvelle dafina à les Ashkénazes ici. J'ai pas le temps de faire un nouveau tchount, le kitsour. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu vas lui répondre à cette dame-là? Tu vas dire, d'après le char c'est bon, d'après le tas c'est pas bon? La femme va te dire, d'accord, votre arabe, mais moi, Sarah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il dit, mais je vais lui dire que la prochaine fois, elle a qu'à mettre un cadenas sur son réfrigérateur. Bravo. Qu'est-ce que tu lui dis? Maintenant, moi, je ne peux pas te nommer Rav si tu n'es pas capable de répondre à des questions. Alors, tu as des très grandes connaissances, bravo, colle à cabote, mais je ne peux pas te nommer Rav. Ça, c'est une histoire qui s'est produite, qui, à mon avis, nous montre exactement c'est quoi avoir un manque d'assurance en soi. Parce que je vais vous dire la vérité, moi, Baruch Hashem, toute la journée, je réponds à des questions de halakha. Et parfois, il y a des questions très lourdes qui me sont posées, et des questions très compliquées. Maintenant, je sais très bien, quand je vais répondre à la question, qu'il y a Rav Antel qui dit ça, Rav Antel qui dit ça. Et je sais très bien que je suis plus petit et que Rav Antel et que Rav Antel. Pas que un peu plus petit, beaucoup, beaucoup plus petit. Et pourtant, pas dans tous les cas, il y a des cas où je dis, attends, ça, on va demander un gadol. Mais dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, je réponds. Non, pourquoi je réponds? Eh bien, je réponds parce que, visiblement, et ça Sarah va le dire non, pas forcément, mais visiblement, ouais, j'ai déjà peur de vous. Visiblement quoi? Visiblement, mais j'ai du bitachon atzmi. Donc je lui dis, oh, ça va, lui il dit ça, mais ça va, moi je peux trancher. Donc, alors que l'autre, il n'a pas de bitachon atzmi, il a peur et si je me trompe, et si je me trompe pas, et si machin, et si truc. Donc du coup quoi? Lui il répond pas. Au moins il prend pas de risque, il se mouille pas. Et ça lui a valu quoi cet homme-là? Qu'il n'a pas pu être Rav, il n'a pas pu donner de cours, c'est dommage. Il aurait pu faire des grandes choses, il aurait pu faire du Sikouya Rabbi, il aurait pu faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas. Parce qu'il manque de bitachon atzmi. À chaque fois, il va avoir peur de se mouiller et de trancher la halakha. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner de pourquoi je pense que le bitachon atzmi, a priori, c'est important. Et pourquoi je n'aimais pas tellement dire cette phrase du Rav Volvé. Un autre exemple que j'aime aussi raconter, et qui, à mon avis, est très, 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 très parlant. Une fois, il y a une fille qui me téléphone. Une fille israélienne, il n'y a aucune chance que vous... Enfin, vous le connaissez, mais je ne pense pas. Une fille qui m'appelle, il y a quelques années, une histoire qui remonte il y a plusieurs années. Elle m'appelle, elle était en pleurs. Elle pleurait à verse. Elle pleurait. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle n'avait pas passé un mot tellement qu'elle pleurait. Et elle me dit, vraiment, ça va pas, j'ai plein de problèmes, j'ai machin, etc. Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais, Je peux venir vous voir, rendez-vous? Je lui dis, venez avec plaisir. J'étais hyper occupé ce jour-là. C'est pas grave, une fille qui pleure, on ne peut pas la laisser pleurer. Imagine tous les liquides, ils sortent de son corps, elle va mourir. Je lui ai dit, venez. Bekitso, elle est venue. J'étais dans mon bureau. Il y avait une table un peu plus large que celle-là. Sinon, vous imaginez bien que je n'aurais pas assise juste en face de moi, il faut quand même un peu de sniout. Je l'ai assise ici, dans mon bureau. Alors, elle se met à pleurer. Bon, quand elle a fini de pleurer, entre deux averses, elle me dit, votre arabe, je ne sais pas par quoi commencer, parce que j'ai beaucoup de problèmes. Je dis, commencez par le premier. Si ça peut être le dernier aussi, tant mieux. Commencez par le premier. Elle me dit, je vais vous raconter. Elle me dit, regardez, moi je suis une fille. J'ai 22 ans. Et... Je vais déjà raconter celle-là? Non?
Ah, vous en serez rappelé si je vais raconter. J'ai 22 ans. Et vous imaginez bien une fille Haredia qui a 22 ans. Je suis sorti en Shidduchim. Et vous savez quoi les Shidduchim? Vous savez tous c'est quoi les Shidduchim? Des rencontres matrima, blabla. Donc j'ai été faire des rencontres machin. Et vous avez compris la suite. Je lui dis non, ce que vous n'avez pas dit, j'ai pas compris. Allez, bon, je vais vous expliquer. J'ai fait des rencontres. Maintenant, quand on se rencontre, c'est dans le but de se marier. Donc, j'ai rencontré un jeune homme. On voulait se marier. Donc, moi, j'ai regardé comment il était. Lui, il a regardé comment j'étais. Est-ce qu'il y avait du feeling, du machin, du blabla. Et vous avez compris la suite. Je lui ai dit, écoutez, vous n'êtes pas venu voir un baba. Ni un baba au rhum, ni un baba salé, ni un baba sucré. Ce que vous dites, je ne sais pas si je comprends, mais je peux essayer de comprendre. Ce que vous dites pas, j'ai aucune chance. Elle a vu que j'étais lourd à la détente. Très, 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 très long à la détente. Elle me dit, bon, je vais vous expliquer quoi d'arabe. Écoutez, vous voulez qu'on parle franchement, hein. Vous savez, quand un homme il se marie avec une femme, mais qu'est-ce qu'il fait? Il la regarde. Il regarde si elle est belle. Il regarde si elle lui plaît. Il regarde. Maintenant, vous avez compris la suite. Je lui dis, mais non, je comprends pas. Je te dis, 100 fois, je te répété, je comprends pas ce que tu dis pas. Et là, elle me dit, vous comprenez bien, je suis grosse. Aucun garçon n'a voulu de moi. Jusqu'à présent, aucun garçon n'a voulu de moi. Maintenant, moi, j'étais sans mes lunettes. D'accord? Comme à chaque fois que j'ai des filles face à moi, j'étais sans mes lunettes. C'est vrai que j'ai, je sais pas combien, moi aussi, à peu près de myopie. Mais disons que si j'avais eu un éléphant face à moi, je me serais aperçu. Je pense pas qu'il y a des fois des éléphants qui sont passés à côté de moi, j'ai pas vu à cause de mes lunettes. Donc, et la vérité était en face de moi. Ça va, elle était très bien. Alors je lui ai dit, non, je comprends pas. Je comprends pas ce que vous dites. Je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi vous dites qu'un garçon, il voudrait pas se marier avec vous. Non, c'est quoi son erreur à elle? Elle aurait dû aller voir une rabbinite. Imaginez, moi, je lui avais dit, non, t'es une bombe atomique. T'es sûr que ton... Je peux pas, j'aurais bien lui dire ça, mais je peux pas. C'est pas Snéout. Alors, j'ai pas pu lui dire ça. Mais en tous les cas, je lui ai dit, non, je comprends pas. Moi, je suis sûr qu'un garçon, il serait très heureux de se marier avec toi. Il n'y a pas de problème. Bref. Je lui ai dit, c'est quoi ton deuxième problème? Et j'ai eu peur qu'elle allait me dire, je suis trop foncé de peau, je suis trop clair de peau, je suis trop machin, elle a encore raconté des blabla machin. C'est quoi ton deuxième problème? Elle me dit, mon deuxième problème, je vais vous expliquer. Moi, je suis une fille Haredia. Mon père, c'est un rave très très important. Et j'ai été éduquée dans les valeurs de la Torah, etc. machin. Elle dit, et depuis 1 an à peu près, je suis tombée amoureuse d'un morveux, comme ça elle me dit. Un morveux, je ne sais pas comment dire en hébreu un morveux, mais bon, elle a lui dit un truc du genre. Un type qui ne sait pas parler, qui ne sait pas donner du respect, qui passe son temps à dire des gros mots, qui crache par terre, qui fait des choses, machin. Quand je dis pourquoi tu craches par terre, il dit, ça, je te crache dessus. Ok, le bonhomme, complètement. Elle me dit, et je lui dis, mais comment t'es arrivé à lui? Je sais pas, si tu fais des Shidduchim, comment t'es arrivé à lui? C'est toi qui aurais dû lui dire, je veux pas de toi. Elle me dit, voilà, je suis tombé sur Facebook. Et voilà, je suis arrivé sur lui. Et maintenant, j'arrive pas je sais que c'est pas lui, je sais qu'il est pas bien, je sais que c'est pas la fête pour moi, j'arrive pas à me défaire de lui. Bref, j'ai très rapidement compris c'était quoi son problème à cette fille-là. C'est quoi son problème? Son problème, c'était d'abord que contrairement à ce séminaire, elle n'habitait pas près d'une pharmacie. Je lui aurais bien prescrit des médicaments. Mais ce que je veux dire précisément, c'est qu'il lui manquait beaucoup de bitachon atzmi. Écoutez bien, c'est pas il manque du bitachon atzmi. Quand tu sors un shiur et que tu es déjà sûr à l'avance que tu es moche et que tu n'es pas belle et que tu es ceci et que tu es cela, quelle image tu donnes de toi-même à l'homme qui est en face de toi? Il y a une image d'éléphant dans son cas. Elle-même, elle pense qu'elle est nulle et qu'elle est moche et qu'elle est ceci et cela. Qu'est-ce que tu veux que l'autre y pense? Mais il va pas savoir. Il voit pas ce que je pense de lui. Bien sûr qu'il voit. Mais non, il va pas le savoir. Non, quelqu'un qui est comme ça, qui s'assoit comme ça, qui se ronge les dents. Ok, mais on peut paraître bien et en vrai on n'est pas hyper bien. Mais il le verra pas peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça se sentait à 100%. Que son problème à elle, c'était un manque d'assurance. Il lui manquait d'assurance, elle était sûre que ça irait pas. Et depuis le début, j'imagine, vous savez, mais c'est très vrai ce que je vous dis. Quand tu sais depuis le début que de toute façon ça va pas aller, toi-même tu gâches la chose.
toi-même, tu n'investis pas vraiment. Est-ce que c'est que les patients tu vas refuser autant que ce soit. C'est très vrai, on pourrait faire un cours de psychologie sur ça, mais on n'a pas le temps. C'est même pas que dans un chido. Hein? C'est même pas que dans un chido. Moi perso, je suis coiffeuse. Si je viens en face d'une cliente et je lui montre que j'ai peur ou quoi, je sais que la cliente va avoir confiance. Exactement. Exactement. Dans chaque domaine. Exactement. Donc ce que je veux vous dire, très très rapidement, si on va avoir un peu de temps pour la halakha, écoutez bien, très très rapidement, ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. C'est que, a priori, cette fille-là, il lui manquait le bitachon atzmi. Parce que si elle avait du bitachon atzmi, elle avait confiance en elle, que c'est une fille importante, que c'est une fille grande, que c'est une fille de qualité, eh bien, elle ne serait pas non plus devenue amoureuse d'un petit morveux. Elle aurait été chercher quelqu'un d'autre. Elle aurait dit ça, non. Mais elle avait tellement peu confiance en elle que, ouais, pourquoi pas, finalement, ça va. C'est un être humain, je suis un être humain, mais pourquoi pas. Et ça, c'est un très 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 important problème. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que moi-même, je m'aperçois quelquefois, auprès de certaines personnes, que le fait de ne pas avoir confiance en soi, ça peut être dramatique. Ça peut avoir des conséquences très lourdes dans la vie. Donc, je repose ma question. Le Rav Wolbe dit, ça ne sert à rien d'avoir du bitachon atzmi, mais pourtant, je suis sûr que Rav Wolbe lui-même, il savait que les gens qui n'ont pas de bitachon atzmi, qui ont un bitachon atzmi nul, eh ben, ils ne font rien de leur vie. Ils passent à côté de leur vie. Alors, question, comment on peut comprendre cette phrase de Rav Wolbe? Jusqu'au jour où j'ai compris, ça m'a pris des années, ce qu'elle a réussi à comprendre Sarah en 10 secondes, dès qu'elle a entendu la question, elle a compris, moi ça m'a pris des années à comprendre ça. Mais je suis arrivé à une conclusion très très claire et que je voulais partager avec vous. Comme ça, s'il y a des filles qui n'avaient pas la réponse à la question, ça pourra les aider. Écoutez bien. Lorsque le Rav Wolbe disait « Bitachon atzmi, je ne connais pas, je ne veux pas connaître ». Moi, ce que je connais, c'est Bitachon Bashem. Moi, comment j'avais interprété sa phrase jusque-là? Je disais, ok, bitachon atzmi, ça ne veut rien dire. Et pourquoi les gens ils font un amalgame? Parce que bitachon bashem, c'est tellement grande mitzvah, on parle tellement de ça. Alors les gens ils se font avoir entre bitachon atzmi et bitachon bashem. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'est pas vrai du tout. Le Rav Wolbe, à mon avis, ce qu'il a voulu dire, c'est la chose suivante. Dommage, il était déjà décédé quand j'ai compris ça. Donc j'ai pas pu lui demander. Il était pas très loin de chez moi, mais ça j'ai pas pu lui demander. Il a dit comme ça, à mon avis. Il dit, bitachon atzmi, genre vas-y, fais confiance en toi, vas-y, t'es le meilleur, t'es le plus grand, t'es le plus fort, machin. Et ça n'existe pas. C'est pas thoraïque. Pour un goy, bravo, c'est très bien, très important. Pour un juif, non. Et là, le Rav Wolbe lui-même, il a face à lui une question, un problème. Lequel? Je suis en train de vous poser. Comment on peut dire que bitachon atzmi c'est rien, mais ceux qui n'ont pas de bitachon atzmi, ils font rien de leur vie? Et là, justement, le Rav Wolbe dit, mais par contre, j'ai une solution. Bitachon Bashem. Ça veut dire que le bitachon atzmi, il peut être important. Mais il y a mieux que ça. Il y a bitachon Bashem. Et je m'explique tout de suite. C'est quoi bitachon atzmi? Bitachon atzmi, c'est quelqu'un qui a envie, par exemple, de se lancer dans quelque chose de très grand, qui va avoir de lourdes conséquences, qui peut ou marcher ou ne pas marcher. Si ça ne marche pas, il risque d'avoir des grandes pertes d'argent. Et il risque d'avoir peur. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Imagine que, celui qui n'a pas de bitachon atzmi, il dira, mais je fais rien. Celui qui a le bitachon atzmi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se coacher, il va essayer de se créer une personnalité importante. Un monsieur je sais tout, un monsieur je peux tout. Une espèce d'idole comme ça. Et il va se dire, pas de problème. S'il y a ce problème-là, facile pour moi. Problème d'argent, ça va, j'ai tel contact, la banque, en 2 minutes, je résous tout. Tel problème, bitachon atzmi, ça veut dire, il faut que j'ai confiance en moi. Ça veut dire, je risque d'avoir peur de l'échec. Non, je construis mon bitachon atzmi et je montre bien que j'ai confiance en moi. Le bitachon atzmi, c'est très important dans la vie, pour les goïms. Le monsieur qui est de IBM ou le monsieur de ce que vous voulez, qui a ouvert des très 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 grandes choses, s'il n'avait pas de bitachon atzmi, il n'aurait rien fait. Vous savez les risques qu'il prend si jamais il fait faillite, etc. Il n'aurait rien fait. S'il a fait, c'est qu'il avait ce bitachon atzmi. Il s'est dit, allez, et si je rate, non, je ne raterai pas. Et si ça ne marche pas, non, ça marchera. Et si ça ne marche pas maintenant, ça marchera la prochaine fois. Il avait le bitachon atzmi. Bien, le Rav Wolbe dit pour un goy, c'est extrêmement important le bitachon atzmi, parce que sans bitachon atzmi, tu ne peux rien faire. Mais le juif, il a bien mieux que ça. Qu'est-ce qu'il a le juif? Il a bitachon bashem. Et c'est quoi bitachon bashem? C'est bitachon en un être dont tu sais qui peut tout.
Parce que toi-même, quand tu fais Zama, ouais, ça j'ai pas peur, ça machin, ça truc, au fond, toi-même, c'est très bien que tu te leurres. Tu peux pas tout faire. Tu peux mourir. Tu peux faire faillite. Vous comprenez ou pas? Par contre, quand tu as du bitachon Hachem, ça tu sais que tu peux te reposer sur Hachem à 100%. Le juif qui a du bitachon, c'est le juif qui marche côte à côte avec Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24. S'il a un bon bitachon. Et le juif qui a du bitachon, c'est le juif qui n'a pas peur. Pas parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai confiance en Hachem, et je sais qu'Hachem il peut tout, et je sais qu'Hachem il m'aime, et je sais qu'Hachem il se préoccupe de moi encore plus que ce que moi-même je me préoccupe de moi-même. Le juif qui vit avec bitachon Hachem, ce juif-là, eh ben, il n'a pas peur. Parce qu'il sait qu'il est accompagné par Hachem. Ça veut dire que cette fille-là, puisqu'on a parlé d'elle, c'est vrai qu'elle n'avait pas de bitachon atzmi. C'est vrai. Si elle avait bitachon atzmi, même sans bitachon bachem entre guillemets, eh ben, au moins elle partirait en shidduchim tranquille, machin, il veut pas se marier avec moi tant pis pour lui, c'est lui qui rate, c'est lui qui perd, machin, moi je suis la plus belle, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il veut pas, c'est son problème, il y a des mauvais goûts, c'est son droit, vous comprenez? Donc ça aurait pu marcher. Maintenant, si elle n'a pas de bitachon atzmi, mais qu'elle a bitachon bachem, elle dit, moi je serai mon shidduch, Hachem est avec moi. Hachem, il peut faire en sorte que je trouve grâce à ses yeux et non pas graisse à ses yeux. Hachem, il peut faire en sorte que je sois belle à ses yeux. Celui avec lequel il faudra que je me marie avec lui, Hachem, il peut me le présenter et je peux me marier avec lui. Et j'ai peur de rien parce que j'ai Hachem avec moi. Quand tu pars dans cet état d'esprit-là, t'as pas peur, t'as pas peur de l'échec. Tu sais que si c'est pas lui, ben, ça sera quelqu'un d'autre. Si c'est pas lui, tant pis pour lui. C'est vraiment que c'était pas la bonne personne. Quand on vit avec cet état d'esprit-là, bon, on n'a pas peur. Je me lance dans un travail. Pourquoi j'ai pas peur de me lancer dans un travail? Parce que je sais qu'Hachem est avec moi. Alors si je rate, eh ben je rate. On aura raté. Hachem et moi, on aura raté ensemble. Or Hachem ne rate jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ce qui vient remplacer le bitachon atzmi chez le juif, c'est le bitachon Hachem. Et celui qui a un vrai bitachon Hachem, il n'a aucun problème. J'en reviens à Abraham Avinu tout de suite. Abraham Avinu, c'est un homme qui n'a pas de bitachon atzmi. Tu vois bien, il dit je suis rien, je suis nul, je suis de poussière, je suis dérangeant, je suis machin. Il avait zéro en bitachon atzmi. Zéro. Alors comment il a pu faire ça? D'aller briser les idoles de son père? Parce qu'il dit moi je suis avec Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'il attend de moi maintenant? Que je brise des idoles? Et moi je les brise. Et si papa il s'énerve, j'ai Hachem avec moi, monsieur. Ça va, pour Hachem, papa c'est pas Tarzan, hein, ça va. Papa. Et de cette façon-là, il a fait ce qu'il a fait. Parce qu'il avait cette qualité-là d'avoir le bitachon Hachem. Le juif, ce qu'on lui demande, contrairement à ce que la société veut essayer de nous enseigner, c'est pas de cultiver son bitachon atzmi. Bravo le béni, ça rien. Au contraire, cultive ton bitachon Hachem. Et là, j'en arrive à ce que vous avez dit toutes les deux, que quand tu as le bitachon Hachem, tu donnes l'impression d'avoir bitachon atzmi. Tu donnes l'impression. Mais c'est complètement faux. Puisque je parlais tout à l'heure de la rabbinite Haggai, je me pose la question. Imaginez qu'elle n'était pas juive, on ne savait pas c'était quoi la Emouna. D'accord? Imaginez. De faire un truc comme ça, d'ouvrir un séminaire, en même temps d'ouvrir un autre truc, et de se lancer, tu loues des locaux, tu loues un machin, une maison, tu fais, dans tous les sens, hein. Tout ce que vous voyez, c'est juste 1/1000 de ce qu'elle fait. Une femme qui fait ça, eh ben on aurait dit c'est une femme qui a du bitachon atzmi. Attends, il y a tellement d'argent qui est investi ici, tellement de machins là-bas, imagine je fais, les filles elles viennent pas. Il y a tellement de choses. Une femme qui a pas de bitachon atzmi, elle peut rien faire, elle fait pas ça du tout, elle fait pas 1/1000 de ce qu'elle fait. Elle aurait dit bon allez on commence avec 3 élèves, on va voir si ça prend. Si ça prend, bon, peut-être que dans quelques années on acceptera un peu plus d'élèves. Si ça prend pas, ça n'aura pas été une très grande perte que 3 élèves. Vous voyez, le genre de... Mais elle, c'est pas ça. Maintenant, moi je me serais dit, elle a bitachon atzmi. Réponse non, pas forcément. Si elle a le bitachon Hachem, et en l'occurrence, bien sûr qu'elle l'a, mais je ne parle pas de quelqu'un en particulier. Si tu as le bitachon Hachem, mais tu fais. Hachem il veut qu'on diffuse la Torah, on fait, on se lance, ça ira Bezrat Hachem. Et si ça ne va pas, ça ira, Hachem il aidera. Quoi, Hachem il a du mal à m'aider, Hachem il a du mal à ceci, cela. Mais c'est un niveau quoi. C'est un niveau. Aujourd'hui, il y a des rabbinim qui prennent des livres, ils écrivent que sur le bitachon atzmi. Le Rabbi Yagongar, il décortique le bitachon atzmi.
Ok, mais je sais pas, je connais pas son livre, mais moi ce que je conseille en tous les cas, et ce que je suppose qu'il fait quand il parle de Bitachon Atzmi, si c'est pas un livre de psychologie mais un livre de Torah, j'ai dit mais peut-être qu'il fait égal à la psychologie. C'est pas parce que c'est un rave qui ne fait pas la psychologie. Ah oui. Aujourd'hui c'est la mode, hein. Ouais. Aujourd'hui les rabbinim qui font de la psychologie et qui appellent ça psychologie thoraïque, c'est très à la mode. Mais moi je parle de Torah maintenant. Oui, mais c'est dur d'être à un niveau. Enfin, à l'éveil qu'on arrive à Voilà, ce niveau. c'est ce qu'on essaye de faire. J'aimerais vous raconter une histoire et on s'arrêtera là pour cette partie-là. Vous avez encore 2 minutes pour cette partie? J'aimerais vous raconter une histoire. Lorsque je venais de me marier, j'avais l'âge de 18 ans, c'est un scoop, je répète à personne. Et un soir, ma femme, elle me dit est-ce que tu peux, s'il te plaît, il y avait un magasin qui avait ouvert près de la maison dans lequel ils vendaient des falafels. Vous savez c'est quoi les falafels? Les sandwichs israéliens, d'accord? Et va m'acheter un... Donc il venait d'ouvrir le magasin, il me dit va s'il te plaît m'acheter un falafel. Alors moi le gentil mari qui vient de me marier, machin... Je dis avec plaisir, je vais aller. Je vais dans ce nouveau magasin. Et, bon, j'étais le seul client là-bas, un vendeur, un client, partout. Et il me dit qu'est-ce que tu veux? Je dis je viens acheter des falafels. Il me dit ah, c'est putain, qu'est-ce que je te mets? Alors il me dit est-ce que je te mets concombre tomate? Pendant moi, jugez-moi favorablement, j'étais un petit gamin de 18 ans. Je lui ai dit, elle est fraîche cette salade? Il me dit, je sais pas. Je lui ai dit, ne mets pas. Après, il me dit, je te mets les aubergines? Je lui ai dit, ils sont bons? Il me dit, je sais pas. Je lui ai dit, ne mets pas. Après, il me dit, je te mets? J'ai eu peur que j'allais rentrer à la maison avec une pita sans rien dedans, que ma femme, elle me tue. Alors je lui ai dit, bon, allez, vas-y, mets ça, donc sinon on aura mal au ventre pendant 3 jours. Bref, je suis sorti de son magasin. Je me suis dit, celui-là, Yahweh, il fera pas le feu. Parce que quand tu ouvres un magasin et que tu veux réussir, t'écris le falafel numéro 1 de Jérusalem. Oui ou non? Par contre, c'est du mensonge, c'est pas grave. C'est comme ça que les commerçants ils font. Falafel numéro 1. On va pas dire c'est numéro 1 bon, numéro 1 moins bon, mais en tous les cas, numéro 1. Lui, non. Lui, il vient. Tu lui demandes elles sont bonnes les salades. Au lieu de te dire, tu vas en manger une, tu vas revenir après tous les jours acheter. C'est comme ça qu'on doit dire en principe pour les commerçants, non? Lui, il dit je sais pas. J'ai dit, il réussira pas. Eh ben, je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas un baba. Je suis pas non plus un prophète, mais j'ai eu raison. Au bout de 3, 4, 5 mois, je ne me rappelle pas exactement, il a fermé son magasin. Et moi, j'ai dit, bah, je le comprends. Je le comprends. Bon, comment tu veux? Les gens, ils viennent, ils disent, c'est bon, j'en sais rien. C'est chaud, peut-être. Combien ça coûte? Je sais pas. Vous pouvez me rendre la monnaie, peut-être. C'est embêtant. Bref, écoutez bien, Rivka, le magasin a fermé. Top. Ça va, c'est pas très intéressant comme histoire, je ne l'aurais pas raconté si donc ça veut s'arrêtait là. dire que oui, il faut un petit peu... Attendez. Si ça s'arrêtait là, mon histoire n'aurait pas été intéressante et Sarah, elle surenchérit et elle dit en plus, vous vous contredisez. Plusieurs années après, j'étudiais dans un collège, à Ramot. Un collège. Et un jour, j'avais faim. Donc vous ne croyez pas que je passe mon temps dans les magasins de pizza, etc. J'ai autre chose à faire dans ma vie. Mais un jour, j'avais faim. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas ici quelque part, je pars dans un magasin de pizza, il fallait faire. Il dit, si, il y a. Ça me dit, si tu vas, tu montes ici, tout droit, à droite, à gauche, truc, machin. Tu vas et tu vas trouver. Je dis, ok. J'ai été, et je vois un magasin. Je vois des gens qui attendent dehors, des motos qui font des livraisons, des trucs. Et quand je lève mes yeux, qui est-ce que je vois? Derrière le guichet, l'Aziz. Le même l'Aziz, avec le même sourire imbécile, avec la même... Non, je suis peut-être qu'il a changé, peut-être maintenant ça y est, il commence à devenir commerçant, il dit allez, vas-y, regarde le même. J'ai pas fait le test, je vais pas montrer son bon test là, j'ai pas voulu avoir de la peine pour lui. Mais le même exactement. Et là, je lui fais un sourire. Et lui, il me fait un sourire. C'était le coup de foudre. Je lui ai dit, est-ce que tu as une minute, je sais que tu es occupé, tu as une minute, je peux te raconter un petit épisode? Il me dit, bien sûr, avec plaisir, allez bien, vas-y, raconte. Je lui ai dit, tu te rappelles quand tu avais ouvert la pizza, la falafel à Kiryat Moshe? Il me dit, ah, ya hasra, machin. Je lui ai dit, je vais te raconter une anecdote, tu t'en rappelles pas, moi j'en rappellerai toute ma vie, les et mes élèves aussi, et tout le monde aussi. J'ai été dans ton magasin, et je t'ai demandé, est-ce que cette salade elle est fraîche ou pas? Et tu m'avais dit, je sais pas. Est-ce que cette salade elle était bonne ou pas? Tu m'as dit, je sais pas. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, bon, le pauvre, il n'a aucune chance. Il ne me laisse pas finir ma phrase,
Il me dit, mais non, quel rapport? Tout entre les mains d'Hachem. Hachem, il voulait qu'Akirat Moshe, ça ne marche pas, que ça marche à Ramoth. Mais ça a marché à Ramoth. Donc voilà, je suis venu ici, et ici non seulement ça marche, mais ça marche des Ramoth, comme on dit en hébreu. Bien. Il me dit, mais voilà. Maintenant, cet homme-là, il m'a donné une leçon extraordinaire. Je ne sais pas s'il sait que je parle beaucoup de lui, cet homme-là, mais il m'a donné une leçon extraordinaire. D'abord, il m'a donné la leçon, comme elle dit Sarah, que quand même, il faut un tout petit peu te vanter, dis pas que t'es un nul hervon, machin. Il m'a donné une autre leçon. Moi, je me mets à sa place. J'ai ouvert un magasin de falafel. J'ai vu que j'ai fait faillite au bout de 3 mois. Il faut le faire quand même, hein, faire faillite au bout de 3 mois. En général, au début, ça réussit, puis après, ça commence. Il faut le faire. Je me mets à sa place. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Si j'étais pas suicidaire, j'aurais quand même resté en vie. Mais je sais pas, je me serais mis à la musique, au piano. Peut-être, je sais pas, j'aurais peut-être vrai, étudier la Torah. Mais je me serais pas remis dans les falafels. Tu vois que t'es pas fait pour ça. Va jouer au tennis. Qu'est-ce que tu fais? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va au magasin et il réussit énormément. Pourquoi? Est-ce que cet homme-là, il avait un bitachon atzmi? 2 boules de falafel. 0. 0 en bitachon atzmi. 0. Alors comment il a réussi? Il a dit, mais t'as pas ma chaîne. Les chaînes ne voulaient pas que ça marche, ça marche pas. Mais ça voudra que ça marche là-bas, ça marchera là-bas. J'ai pas dit qu'il faut pas un tout petit peu vanter, etc. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, cet homme-là, il m'a donné une leçon. En d'autres termes, quand tu vis avec Hachem, tu as peur de rien et tu peux aller partout. J'aimerais finir avec une dernière histoire. Et cette fois-ci, c'est la dernière. Avant celle d'après. Il y avait un grand rav qui s'appelait le rav Freund. C'était le rav de l'Aïda Haridite, un très 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 grand rav. Ce rav-là, son père, il habitait en Autriche. Lui, le rav, il habitait en Israël. De temps en temps, son père, il lui demandait de venir le voir. Donc il allait le voir en Autriche. Le roi d'Autriche, eh ben, il appréciait beaucoup les rabbins. Il a entendu que l'un des plus grands rabbins de Jérusalem allait venir en Autriche. Il l'a convoqué. Le rabbin il n'avait pas d'autre choix, il était voir le roi. Et le roi, il l'a tellement aimé qu'il lui a offert un super cadeau. Il lui a offert une canne, comme pour lui dire, il commence à vieillir. Et au-dessus de la canne, en argent massif ou en or massif, je ne sais pas exactement, une magnifique croix. Pareil, c'est un goy du roi. Magnifique croix en or ou en argent massif, un truc très 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 cher. Le rav, il dit merci beaucoup du cadeau. Il va aller voir son père, bonjour papa, machin. Et après, il se dit maintenant je vais rentrer à Jéru. Rentrer à Jéru avec une canne comme ça, je risque de me faire tuer par tout le monde. Grand rabbin de machin, il va rentrer avec une canne comme ça. Il dit qu'est-ce que je fais? Il dit non, si j'enlève la croix et que je la jette à la poubelle, la prochaine fois que je vais venir en Autriche et que le roi il va me voir sans ça, il va me tuer. Si jamais je vais avec, je ne vais pas rentrer d'impureté dans ma maison quand même, oh une croix, c'est moi la maison. Il dit et si je dis au roi que j'ai perdu sa croix, il va me dire je te crois pas. Bah oui. Alors qu'est-ce que je fais? Bref, cet homme-là, il a dit, moi j'ai Hachem avec moi, je ne peux pas rentrer ça à la maison, je ne peux pas rentrer à la maison. Il a retiré la croix, il l'a jeté à la poubelle, il l'a brûlé, je ne sais pas ce qu'il a fait avec. 2 mois après, son père il l'appelle, Laziz, mon fils chéri, Shlita, tu peux venir s'il te plaît en Autriche? Je dis oui d'accord, bon juste ne dis pas au roi que je viens. Le roi évidemment il est au courant de tout. Et le roi il dit au Rav, est-ce que tu peux venir me voir? Alors le Rav il dit avec plaisir. Le Rav il va là-bas avec la canne, sans la croix. Alors le roi il le voit comme ça, il dit j'ai pas compris, qu'est-ce qui est arrivé? T'avais une super croix en argent, t'as gardé que le bâton là en bois, t'as jeté la machin. Le Rav il n'a pas prévu, il sait pas très bien ce qu'il allait dire. Il a dit écoutez, je vais vous expliquer. Moi je suis un petit monsieur, je suis pas grand de taille. Et la canne qu'on m'avait offerte, elle était très grande, elle était trop haute, vous voulez pas que je marche comme ça quand même. Comment? Est-ce que t'es obligé de couper? Alors le roi il lui dit j'ai compris que tu devais couper. Mais pourquoi t'as coupé là? Il y avait justement la chose en argent qui m'a coûté des milliers et des milliers. T'aurais coupé en bas là où c'était le bois, et puis voilà. Le roi il réfléchit, le Rav il réfléchit, il dit mais vous avez rien compris. Où est-ce que ça me dérangeait que c'était haut? En hauteur, pas en bas. Moi ça me dérangeait pas que ce soit haut, c'était en hauteur, donc j'étais obligé de couper le... Et le roi il a acheté sa salade. Je pense pas que le roi d'Autriche il était idiot, quoique aujourd'hui on peut plus savoir exactement parmi les hommes politiques qui est idiot, qui est intelligent, mais en tout cas,
ce roi-là, eh ben, ça a passé parce que lui était avec Hachem. Le grand secret de la vie que Abraham Avinu va nous enseigner, c'est que c'est pas la peine d'avoir du bitachon asmi. Si tu as du bitachon b'Hachem, tu peux avancer, tu peux faire des choses grandioses, tu peux prendre des risques là où tu penses qu'Hachem veut que tu prennes des risques, tu n'es jamais seul, tu es toujours avec lui. Bon, ça c'est ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Je suis très en retard dans ma partie de Halakha. Peut-être si vous avez des questions, garde pour après, d'accord? Comme ça, au moins on aura fait notre petite partie d'Halakha. Est-ce que vous avez un conseil pour commencer? Si je veux m'améliorer dans le bitachon b'Hachem. Conseil pour commencer, déjà le bon conseil, vous venez écouter tous les soirs des cours de Torah. Hein? Vous venez écouter tous les soirs des cours, comment vous appelez? Naomi. Vous venez écouter tous les soirs des cours. Il y en a deux des Naomi alors? L'autre Naomi. Vous c'est Naomi, vous aussi? D'accord. Déjà de venir écouter les cours de Torah tous les soirs, je pense que c'est une très grande chose. Est-ce que j'ai d'autres conseils? Essayez, bien sûr que j'ai des conseils. Essayez par exemple, vous savez pourquoi? Pour commencer. Pour commencer, il y a un conseil que je donne à beaucoup de gens et ça les aide beaucoup. C'est tous les jours, vous prenez une feuille et vous écrivez. Les qualités. Non. Des bonnes choses. Vous écrivez des bonnes choses qui vous sont arrivées et que vous comprenez bien que c'est Hachem qui vous les a données. Vous allez me dire, mais même les goïms, ils donnent ces conseils-là. C'est leur problème. C'est pas parce que moi je le donne qu'ils n'ont pas à le donner. Là aussi, ils le donnent. Même les goïms, ils le donnent ce conseil. Mais c'est un conseil avéré et la Torah nous le donne. C'est quoi le premier mot que vous dites quand vous vous levez, Naomi? Moda Ani. Il y a des filles qui croient que Moda Ani, c'est-à-dire je suis à la mode. Non. Moda Ani, c'est-à-dire je suis reconnaissante. On commence la journée par la reconnaissance.